to the river. On could he Elle ne fondait jamais. Ses pommettes étaient sculptées comme du granit, son regard perçait l'objectif comme un laser, et son crâne rasé devenait une arme esthétique. Yeah, I have so many fur coats now. Dans une époque où les mannequins devaient être douces, souples, séduisantes, elle apparaissait comme une tempête de métal et de feu. Certains disaient qu'elle était trop androgyne, d'autres trop noire. Mais elle s'en foutait. Parce que Grace Jones ne voulait pas plaire, elle voulait dominer. Dans les années 70, alors que le disco envahissait les clubs et que les podiums étaient encore frileux face au visage africain, une Jamaïcaine à la voix grave et à la silhouette athlétique s'est imposée sans demander la permission. Un jour, elle posait nue, huilée, portant seulement une cigarette comme déclaration de guerre. Le lendemain, elle défilait dans une combinaison structurée, défiant les lois de la féminité. Personne ne savait si elle venait de la mode, de la musique ou d'un autre monde, et c'est exactement ce qu'elle voulait. Grace Jones n'était pas une muse, elle était une révolution. Une claque dans le visage du bon goût occidental. Une performance vivante en avance de 40 ans sur son temps. Elle n'a pas changé les règles, elle les a incendiées. Avant qu'elle ne devienne l'icône futuriste qui allait défiler pour Azzedine Alaïa et électriser les plateaux de télévision par sa seule présence, Grace Beverly Jones naît le 19 mai 1948 à Spanish Town, en Amérique. Une ville coloniale brûlée de soleil, balayée par les courants de la pauvreté, de la religion et des héritages douloureux. Sa mère, Marjorie, est une jeune institutrice douce, discrète, effacée dans l'ombre d'un père omniprésent, le pasteur pentecôtiste Robert Wayne Jones, un homme à la voix de feu et à la main lourde. Chez les Jones, Dieu était roi, et la peur, sa messagère. Quand Grace a 5 ans, sa mère part travailler aux États-Unis. Elle et ses frères et sœurs sont laissés à la garde du grand-père, mais ce dernier est sévère à la limite de la tyrannie. Châtiment corporel, interdiction stricte, obsession puritaine, dans cette maison-là, les enfants doivent marcher droit, très droit. Chaque faux pas est une offense au ciel. Grace ne le sait pas encore, mais cette oppression religieuse sera le carburant de toute sa révolte artistique. Sa colère sera élégante, provocante et profondément personnelle. À 13 ans, elle rejoint enfin ses parents à Syracuse, dans l'État de New York. Mais le choc culturel est violent. Elle est noire, jamaïcaine, fine comme un fil, avec un accent chantant et une énergie volcanique. À l'école, elle est moquée, mise à l'écart. Sa beauté singulière n'a pas encore trouvé de cadre où s'épanouir. Elle se réfugie dans l'imaginaire, la littérature, le théâtre, les masques. Très tôt, elle comprend que le camouflage peut devenir une arme. Elle découvre Oscar Wilde, Brecht, l'expressionnisme allemand. Son corps devient un laboratoire. Elle joue, elle exagère, elle transforme. Ce n'est pas une enfance douce, mais c'est une matrice, une construction lente, douloureuse, faite de résistance et de métamorphose. Les coups de ceinturon de son grand-père, la froideur de l'Amérique blanche, le silence de sa mère et les prêches déchaînées du dimanche, tout cela va forger une femme que rien ne pourra intimider. Sa différence devient sa signature. Là où d'autres auraient tenté de s'adapter, Grace Jones choisit de se détacher. Dans les années 60, alors que les jeunes filles rêvent de robes pastel et de cheveux lisses, elle coupe les siens, adopte des vêtements masculins, se pare de noir et de cuir. Ce n'est pas encore une star, mais c'est déjà une entité, un esprit indomptable qui brûle de l'intérieur. Son frère, Noel Jones, deviendra pasteur et évêque. Elle deviendra païenne, sauvage, païenne et magnétique. 2 enfants issus du même foyer, mais 2 routes irréconciliables. La foi l'a écrasée, l'art va la délivrer. En se regardant dans le miroir adolescente, elle ne voit pas une jolie fille. Elle voit une guerrière, une étrangère, une silhouette à modeler selon sa volonté. Elle n'a pas besoin d'approbation, elle cherche la domination. Le monde est un théâtre et elle entend bien en être à la fois l'actrice principale, la metteuse en scène et le mythe. Tout commence à Philadelphie, presque par hasard. Grace a à peine 20 ans, elle étudie le théâtre à l'université Onondaga à Syracuse, mais l'Amérique académique ne sait pas quoi faire d'elle. Trop indocile, trop visuelle, trop autre chose. C'est alors qu'un photographe local la remarque lors d'une soirée étudiante. Il ne voit pas une actrice, ni même une mannequin traditionnelle. Il voit un visage, un totem, quelque chose de brut, d'archaïque, d'extraterrestre. Ce premier shooting amateur atterrit sur un bureau à New York, puis dans une petite agence. À cette époque, les agences ne savent pas où la classer. Elles n'entrent dans aucune catégorie. Trop noire pour les publicités mainstream, trop anguleuse pour les pages lingerie, trop grande, trop mince, trop posée.
Mais cette étrangeté va finir par devenir son passeport, et c'est Paris qui le tamponnera en premier. En 1970, elle s'envole pour la capitale française. Dès son arrivée, c'est un choc. Les rues sont grises, les trottoirs luisants, les gens bien habillés mais ternes. Grace, elle, déborde. Elle porte déjà des tenues exubérantes, des turbans, des bijoux imposants. On la regarde comme une apparition, et c'est dans cette étrangeté que Paris tombe amoureux. Elle signe avec l'agence Wilhelmina Models, mais ce n'est pas sur les podiums qu'elle explose d'abord, c'est dans les boîtes de nuit. Le 7, le Palace, le Montana. Chaque soir, elle s'habille comme pour un opéra. Un soir en smoking, le lendemain en bikini métallique. Elle improvise, elle choque, elle fascine. Rapidement, elle devient une muse de la nuit. Des photographes comme Helmut Newton et Jean-Paul Goude commencent à s'intéresser à elle, non pas pour ses mesures, mais pour son pouvoir visuel. Elle n'est pas là pour vendre une robe, elle est là pour imposer une vision. La première fois qu'elle entre dans un studio photo à Paris, elle ne sourit pas, elle ne pose pas non plus comme on attend. Elle reste droite, le menton levé, les yeux fixes. Le photographe la regarde longuement et lui dit « Tu ne veux pas jouer ?» Elle répond « Je ne joue jamais, je suis ». Cette phrase, à elle seule, aurait pu être le manifeste de sa carrière. Grace Jones devient l'antithèse du mannequin traditionnel. Elle ne défile pas, elle performe. Elle ne vend pas une marque, elle incarne un archétype. Et c'est précisément cela qui attire les maisons les plus avant-gardistes. Kenzo, Thierry Mugler, Issey Miyake, tous ceux qui veulent casser les codes veulent travailler avec elle, parce qu'elle est le code à briser. Mais ce n'est pas sans douleur. Aux États-Unis, on la refuse encore. Lors d'un casting pour une campagne de cosmétiques, un agent ose lui dire « Les femmes comme vous ne font pas vendre ». Elle le regarde, silencieuse. Mais ce refus-là, comme tant d'autres, sera métamorphosé. Quelques années plus tard, elle deviendra l'égérie de campagnes internationales, non pas en se pliant aux standards, mais en les pulvérisant. La relation avec sa famille, elle, se tend. Sa mère l'appelle parfois depuis Syracuse, inquiète. Son père refuse de regarder les magazines où elle apparaît, encore moins ses passages télévisés où elle chante vêtue de cuir noir, chaîne en or autour du cou. Pour eux, elle a trahi l'éducation religieuse, mais pour elle, elle s'est libérée. Là où d'autres mannequins subissent l'industrie, Grace impose ses conditions. Elle choisit ses shootings, ses coiffures, ses maquillages. Elle peut arriver sur un plateau et dire non, sans donner d'explication. Elle exige des éclairages qui mettent en valeur sa peau noire. Elle refuse d'être retouchée pour correspondre à des critères eurocentrés. Elle est là et elle est entière. Sa première couverture majeure, elle ne la célèbre pas dans une fête mondaine. Elle l'encadre, la regarde longuement dans son salon parisien, puis murmure « Ils m'ont vue. Enfin ». La fin des années 70 et le début des années 80 marquent l'explosion de Grace Jones en tant qu'entité artistique totale. Elle n'est plus seulement mannequin, elle devient chanteuse, actrice, muse, mythe. Une décennie entière semble se plier à sa volonté esthétique. Elle n'imite personne. On commence même à dire « Grace ne suit pas la mode, elle la précède ». Sur les podiums, elle ne marche pas, elle tranche. Elle fend l'air avec des gestes géométriques, des poives figées, une intensité presque martiale. Quand elle défile pour Azzedine Alaïa ou Claude Montana, le public ne regarde plus les vêtements, il regarde Grace. Son corps athlétique, ses épaules sculptées, sa peau de bronze éclairée par des spots bleutés deviennent la toile vivante de toute une génération de stylistes avant-gardistes. Elle ne sourit toujours pas, et c'est précisément ce refus d'être aimable qui fascine. Mais c'est dans l'objectif de Jean-Paul Goude que la légende prend forme. Leur relation, à la fois amoureuse et artistique, est aussi volcanique que révolutionnaire. Goude ne la photographie pas, il la déconstruit, la multiplie, la transforme en icône post-moderne. Il la met en scène nue, en panthère, en sculpture, en guerrière. Leurs images, mêlant photos, collages et dessins, deviennent cultes. Ensemble, ils créent une esthétique inédite, où le corps noir n'est plus fétichisé, mais sacralisé. En parallèle, elle explose dans la musique. Son album Warm Leatherette 1980 marque un virage. Elle fusionne reggae, funk, new wave avec une voix grave, métallique, presque robotique. Puis vient Night Clubbing 1981, considéré comme son chef-d'œuvre. Le morceau Pull Up to the Bumper devient un hit mondial et Grace Jones entre dans les charts sans jamais renoncer à son étrangeté. Elle ne chante pas pour séduire, elle incante, elle scande. Chaque note semble taillée au scalpel. Ses prestations sur scène deviennent des performances visuelles. À l'Olympia, elle arrive enfermée dans une cage.
À Londres, elle danse nue, couverte de peintures dorées. Chaque apparition est un manifeste, chaque silence une provocation. On ne l'invite pas à la télévision pour parler mode, on l'invite pour créer l'événement. Et elle le fait, à sa manière, inoubliable. Dans le cinéma, elle casse aussi les murs. En 1984, elle interprète la terrifiante Mayday dans le James Bond A View to a Kill. Jamais une James Bond girl n'avait été aussi menaçante, aussi puissante, aussi égale au héros. Elle ne se contente pas d'être belle ou sensuelle, elle est dangereuse. Elle vole la vedette à Roger Moore sans même le vouloir. Hollywood est dérouté, mais le public, lui, est fasciné. Sa présence devient une valeur sûre dans toutes les sphères. Les maisons de mode se l'arrachent. Andy Warhol la considère comme une œuvre d'art vivante. Madonna l'observe en silence, s'en inspire, puis commence à construire son propre personnage provocateur. Naomi Campbell dira plus tard « Sans Grace, aucune de nous n'aurait pu exister. Elle a ouvert la voie, avec un coup de macheta. » Mais au-delà du style, c'est sa cohérence radicale qui impressionne. Elle refuse les compromis, les deals faciles, les rôles stéréotypés. Elle choisit la difficulté plutôt que la dilution. On lui propose des contrats juteux pour des compagnes de produits capillaires, elle refuse, parce que ses marques veulent lui lisser les cheveux. Elle dit non à la normalisation, non au blanchissement symbolique, non à l'effacement. Dans les années 80, dans un monde qui commence à consommer la diversité comme un ornement, Grace Jones reste indomptée. Et c'est cela son sommet, ce moment suspendu où elle règne sur la mode, la musique et l'image, sans jamais céder 1 centimètre de son identité. On pourrait croire qu'elle touche enfin la reconnaissance universelle. Mais en réalité, elle vient de commencer à déranger bien plus profondément que jamais auparavant. Dans une industrie façonnée par le désir d'uniformité, Grace Jones s'est imposée comme l'antithèse absolue. Là où d'autres modèles négociaient avec les dictats de la beauté occidentale, elle les regardait avec mépris. Pour elle, la norme était une prison. Et son existence même, noire, androgyne, indomptable, était déjà une insulte vivante aux attentes sociales. Elle aurait pu arrondir les angles, adoucir ses traits, lisser ses cheveux crépus pour plaire aux rédacteurs de mode américains. On le lui a suggéré plus d'une fois. Mais Grace refusait. Elle n'était pas venue pour s'adapter. Elle était venue pour dominer. Un jour, au sommet de sa gloire, un directeur artistique lui propose un contrat de plusieurs millions à condition qu'elle éclaircisse légèrement sa peau pour une campagne mondiale. Elle éclate de rire, se lève et quitte la pièce sans un mot. Des années plus tard, interrogée sur cet épisode, elle dira simplement « Pourquoi vouloir ressembler à celle qui ne me ressemble pas ? Je suis le futur, pas leur reflet. » Son genre même devenait un champ de bataille. Avec ses smokings d'homme taillés à la perfection, sa voix grave, sa démarche militaire, elle brouillait volontairement toutes les lignes. Était-elle femme ? Homme ? Un esprit de la nuit ? On ne savait plus. Et cette ambiguïté, elle l'a cultivée comme une arme. « Si tu veux me classer, tu devras d'abord te redéfinir », disait-elle. Elle ne posait pas de questions. Elle incarnait les réponses que personne n'était prêt à entendre. Les maisons de disques voulaient la lisser. Shaven closer in all this area and then this on the top. Les réalisateurs voulaient la contenir. Les photographes voulaient la cadrer. Aucun n'a réussi. Elle exigeait de contrôler son image, sa musique, son message. Dans un clip des années 80, elle apparaît nue, peinte en noir et blanc, marchant dans une jungle de béton. Le symbole est clair. Elle n'est pas là pour décorer le monde des Blancs, mais pour l'envahir, visuellement, esthétiquement, symboliquement. Elle refusa aussi plusieurs rôles au cinéma, considérant que les personnages proposés étaient trop caricaturaux. Elle ne voulait pas être la panthère exotique ou la femme noire dangereuse, même si elle savait jouer ces archétypes mieux que quiconque. Elle voulait de la complexité, de la force, du pouvoir réel. Et lorsque ces rôles n'existaient pas, elle préférait se taire plutôt que de trahir son mythe. Mais son plus grand acte de rébellion fut peut-être sa constance. Pendant que d'autres changeaient, évoluaient, cherchaient la rédemption médiatique, elle reste fidèle à son image tranchante, presque alien. Elle n'a jamais fait de campagne de body positivity, jamais demandé pardon pour ses excès. Elle n'a jamais joué la carte de la fragilité féminine. Elle restait droite, fière, provocante. Parce que pour elle, être une femme ne signifiait pas plaire, cela signifiait exister dans toute sa force. Dans les interviews, elle s'exprimait avec un mélange d'ironie et de lucidité glaçante.
Quand un journaliste lui demande un jour si elle ne craint pas de choquer, elle répond « Je ne choque pas, je réveille ». Lorsqu'un autre lui fait remarquer qu'elle ne rentre dans aucune case, elle sourit « C'est que vous avez mal dessiné les cases ?» Sa carrière aurait pu être un feu de paille, une étoile filante de plus. Mais sa radicalité a fini par inscrire son nom dans le marbre. Parce qu'elle n'a jamais joué le jeu, elle a cassé le plateau, renversé les règles, puis redessiné les contours du possible. Aujourd'hui encore, les nouvelles générations, de Rihanna à Lady Gaga, de FKA Twigs à Janelle Monáe, citent Grace Jones comme une source majeure d'inspiration. Pas pour ses chansons, ni pour ses tenues spectaculaires, mais pour son attitude, cette manière de dire non au monde et de faire plier le monde, malgré tout. Le monde la croyait invincible, inaltérable. Comme si Grace Jones n'obéissait pas aux lois du temps, ni à celles de la gravité. Pourtant, même les déesses doivent disparaître un jour. Et quand elles s'effacent, ce n'est ni dans un scandale public, ni dans un effondrement tragique. C'est un retrait lent, volontaire, presque imperceptible. Comme un animal qui sent que la jungle a changé et préfère s'enfoncer dans les ténèbres plutôt que d'être domestiqué. Dans les années 90, alors que l'industrie du divertissement entre dans l'ère du marketing de masse, des boy bands et des pop stars calibrés, la présence de Grace devient moins fréquente. Elle n'est plus l'invitée incontournable des talk-shows. Les magazines de mode s'orientent vers une esthétique plus lisse, plus commerciale. Les podiums accueillent une nouvelle vague de visages, souvent blancs, jeunes, conformes. Mais elle refuse la transition douce. Elle ne cherche pas à se réinventer pour plaire aux années 90. Elle ne cède pas à la nostalgie non plus. Elle disparaît sans explication. Et c'est là, encore une fois, une déclaration artistique. Elle choisit le silence comme une dernière provocation. Certains parlent de tensions internes avec ses anciens collaborateurs. D'autres évoquent de conflits artistiques avec l'industrie musicale, qui refuse de produire un nouvel album aussi radical que ceux des années 80. Des rumeurs circulent aussi sur une profonde fatigue mentale, une usure de l'image, une volonté de reprendre possession de son corps et de son intimité. Mais rien n'est jamais confirmé. Grace reste opaque, et c'est ce mystère-là qui l'élève encore davantage. En 1996, elle réapparaît brièvement dans le film Wolf Girl et dans quelques concerts confidentiels. Sa silhouette est toujours aussi impressionnante, mais quelque chose a changé. Dans le regard, dans la cadence, moins de rage, plus de distance. Elle semble regarder le monde avec une ironie tranquille, comme si elle savait qu'elle avait déjà tout dit, tout crié, et que le reste ne lui appartenait plus. Les tabloïds tentent de la traquer, mais elle vit entre Londres, la Jamaïque et un anonymat relatif. À l'heure des téléréalités et des stars jetables, elle devient l'anti-héroïne parfaite, incontrôlable, inaccessible. Quand on lui propose des comebacks scénarisés, elle les rejette avec mépris. « Je ne reviens pas, je ne suis jamais partie, c'est vous qui avez regardé ailleurs ». En 2008, après 19 ans de silence discographique, elle sort Hurricane. L'album est un manifeste intime, plus introspectif, mais toujours puissamment stylisé. Elle y chante sa mère, ses douleurs, son enfance. Ce n'est pas un album de pop. C'est une autopsie lyrique. Et bien que salué par la critique, il passe relativement inaperçu du grand public, trop préoccupé par les hits formatés. Mais cela ne semble pas la troubler. Elle ne cherche plus à dominer. Elle existe en marge comme une légende errante. Les réseaux sociaux commencent à partager ses anciennes performances. De jeunes artistes la redécouvrent, la remixent, l'imitent, sans toujours comprendre qu'ils touchent là une force volcanique qui n'a jamais eu besoin de filtre ni de validation. Son autobiographie, I Never Write My Memoirs 2015, tranche dans le vif. Elle y règle ses comptes, démonte les faux mythes, critique les jeunes chanteuses qui, selon elle, copient le style sans comprendre le combat. Elle y écrit « Je ne suis pas une mode, je suis un mouvement, je suis une putain d'anomalie. » Et c'est vrai, personne n'a jamais pris sa place, parce que cette place-là, elle l'a construite sur des cendres que personne d'autre n'aurait osé allumer. Aujourd'hui, elle apparaît parfois lors d'événements iconiques, au Met Gala, dans des défilés hommages, mais toujours à sa manière. Elle surgit, stupéfie, puis disparaît encore une fois, comme un éclair noir dans un ciel trop clair. Sa disparition n'a pas été un effondrement. C'était une décision, une retraite souveraine. Et dans ce choix-là, encore une fois, elle a défini ce que signifie être libre. Grace Jones n'a jamais demandé l'immortalité. Elle l'a saisie. Sans supplier, sans s'excuser, sans jamais s'adoucir. Elle a laissé derrière elle une trace que même le temps ne peut effacer.
Un sillage fait de ruptures, de révoltes esthétiques, de performances qui tenaient plus du rite que du spectacle. Son héritage ne se mesure pas en trophées, ni en chiffres. Il se lit dans chaque artiste qui ose être trop. Trop sombre, trop androgyne, trop intense. Dans chaque femme noire qui regarde un miroir et choisit de ne pas se lisser. Dans chaque personne qui rejette les cases, les genres, les normes, parce qu'elle, un jour, a osé dire non. Et le dire fort. Elle a redéfini le mot « beauté » en le vidant de ses carcans. Elle a prouvé que la féminité n'est pas synonyme de soumission, que la noirceur peut être lumière, et que l'indocilité peut devenir une œuvre d'art. Sa silhouette dressée sur les cendres de l'ennui plane encore au-dessus des podiums et des studios. Silencieuse, majestueuse. Aujourd'hui, on parle de diversité, de fluidité, d'empowerment. Mais Grace Jones, elle, n'en parlait pas. Elle les incarnait. Brutalement, poétiquement, souverainement. Et si le monde se demande encore ce qu'elle était vraiment, mannequin, chanteuse, guerrière, déesse, peut-être que la seule réponse valable est « elle était la liberté ». La vraie question, c'est peut-être « serions-nous prêts à la laisser surgir aujourd'hui, si elle apparaissait pour la première fois ?»